Bonjour, je suis le docteur Samir Ayesh, en médecine intensive réanimation à la PHM à Marseille. Et avec le professeur Laurent Papazian, nous avons préparé ce diaporama qui concerne les pneumonies aiguës communautaires graves. Cette partie du cours concerne le diagnostic clinique. Les pneumonies aiguës communautaires sont regroupées dans l'item 154 de l'ECN. Et vous avez sur cette diapositive l'ensemble des objectifs pédagogiques classés en rang de connaissance A ou B. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Voici le plan du cours. Nous commencerons par des définitions. Nous verrons ensuite des éléments d'épidémiologie. Nous aborderons les principaux agents infectieux responsables des PAC graves. Nous entrerons ensuite dans la description du diagnostic clinique, des signes de gravité. Et enfin, nous aborderons quelques formes cliniques qui sont à connaître. Tout d'abord, quelques définitions à connaître pour bien comprendre la suite du cours. Les infections respiratoires basses, communautaires de l'adulte, regroupent trois entités: la trachéobronchite aiguë, l'exacerbation aiguë de bronchopneumopathie chronique obstructive qu'on met un petit peu de côté, la BPCO, et la pneumonie aiguë communautaire, la PAC, sur laquelle on va donc se concentrer. Les trachéobronchites se définissent par une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles qui sont le plus souvent virales, sans atteinte du parenchyme pulmonaire. C'est ce qui les oppose des pneumonies aiguës communautaires, dans lesquelles il y a une infection du parenchyme pulmonaire, et elles sont communautaires parce qu'elles ont été acquises dans la communauté, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital ou de toute structure de soins. Les pneumonies aiguës communautaires représentent 10% de l'ensemble des infections respiratoires basses, ce qui fait environ 500 000 cas par an en France. C'est important de noter que c'est la première cause de décès par infection dans les pays occidentaux, avec une mortalité globale qui reste quand même significative, de l'ordre de 5%, et qui peut atteindre des chiffres beaucoup plus élevés, jusqu'à 40% dans les formes qui sont compliquées d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. 10 à 20% des patients qui ont une PAC vont nécessiter une hospitalisation. Bien sûr, les patients ne vont pas avoir la même évolution en fonction de leur terrain et en fonction de la rapidité du traitement, c'est-à-dire principalement de l'instauration de l'antibiothérapie. Concernant les principaux agents infectieux, certaines pneumonies seront bactériennes, avec des germes dits typiques, comme le pneumocoque qui est très fréquent, ou encore certains germes associés à la BPCO, comme l'hémophilus ou Branamella cataralis. Certaines bactéries sont dites atypiques, en fait ce sont des bactéries intracellulaires, et celles qu'il faut connaître, c'est Legionella pneumophila, Mycoplasme pneumoniae et Chlamydia pneumoniae. Et enfin, avec l'essor de la biologie moléculaire et des PCR, on fait de plus en plus de diagnostics de pneumonie virale, comme la grippe, les coronavirus ou encore le VRS, le métapneumovirus, et on peut en citer d'autres. Concernant les signes cliniques, dans sa forme classique, la pneumonie aiguë communautaire donne des signes fonctionnels et respiratoires, la toux, les expectorations purulentes, éventuellement une dyspnée, une douleur thoracique qu'on retrouvera en cas de réaction pleurale associée, des signes généraux qui seront plus ou moins au premier plan, de la fièvre, une asthénie. On recherchera des signes ORL associés, comme une conjonctivite, un syndrome pseudogrippal avec des arthromyalgies, des céphalées. À l'auscultation, on va rechercher un foyer avec des crépitants localisés. On aura éventuellement une diminution du murmure vésiculaire, on peut avoir jusqu'à un souffle tubaire. Et puis à la palpation, s'il y a une condensation en lien avec la pneumonie, on pourra avoir une augmentation de la transmission des vibrations vocales. Enfin, s'il y a une réaction pleurale associée, on pourra avoir cette fois-ci une abolition du murmure vésiculaire associée à une matité à la percussion. Certaines formes cliniques peuvent être trompeuses et il faut les connaître. Tout d'abord, la fièvre peut ne pas être présente, soit à cause de la prise en automédication de paracétamol, soit également en dehors de toute prise d'antipyrétiques chez les personnes âgées et chez les patients immunodéprimés. On peut avoir des formes dans lesquelles les signes extra-respiratoires sont au premier plan, avec des signes digestifs, des tableaux qui se présentent un peu comme une gastroentérite avec des diarrhées, des vomissements. Il faudra aller chercher une douleur thoracique associée, des foyers crépitants à l'auscultation. Et puis on peut avoir des signes neurologiques au premier plan, et ça c'est typique du sujet âgé,
avec en particulier les troubles du comportement, un syndrome confusionnel qui viennent révéler, lorsque l'on fait un examen clinique soigneux, une pneumonie sous-jacente. Il faut aussi savoir rechercher une cause infectieuse, en particulier une pneumonie, lorsque l'on a un patient qui se présente pour décompensation d'une pathologie chronique, comme par exemple une décompensation d'un diabète ou d'une insuffisance cardiaque chronique. Pour tout patient pour lequel on évoque le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire, il faut chercher des signes de gravité. Ces signes de gravité, ils vont reposer sur plusieurs éléments. Tout d'abord, le terrain du patient. Les patients âgés ou ayant un âge physiologique supérieur à leur âge civil sont à risque de faire des formes graves. Il faudra bien se renseigner sur les antécédents du patient, ses comorbidités, le fait de savoir s'il est immunodéprimé, connaître également son mode de vie, parce que des problèmes sociaux peuvent être des facteurs de risque de développer des formes graves à cause de la non-compliance au traitement. Pour ce qui est des signes cliniques, il va falloir être méticuleux sur l'examen neurologique, rechercher un trouble de la conscience, l'examen cardiovasculaire, l'hémodynamique, c'est-à-dire prendre le pouls du patient, rechercher une hypotension, l'examen respiratoire, rechercher une tachypnée, des signes de détresse avec un tirage par exemple, et puis rechercher s'il y a une atteinte radiologique qui est large. Le Quick-SOFA est un score qui a été développé pour un usage simplifié aux urgences, prend en compte la pression artérielle systolique du patient, lorsqu'elle est inférieure à 100 mm de mercure, la fréquence respiratoire du patient lorsqu'elle est supérieure à 22 cycles par minute, et l'existence d'une confusion, et le fait d'avoir au moins 2 de ces items, est un signe de gravité de sepsis probable. Troisièmement, on va rechercher les complications à distance, extrapulmonaire, la plèvre, une extension neurologique, un abcès, les complications générales, en clair un sepsis, un choc septique, et puis les complications respiratoires avec la nécessité d'assistance ventilatoire ou du recours aux vasopresseurs. Enfin, au niveau biologique, il faudra systématiquement réaliser une gazométrie, bien sûr, rechercher une hypoxémie, une hypercapnie, une acidose, rechercher une leucopénie, une neutropénie, et enfin, faire un ionogramme et une créatininémie à la recherche d'une insuffisance rénale aiguë associée. Pour ces signes de gravité, je vous renvoie aux items sepsis, choc septique et insuffisance respiratoire aiguë, ainsi qu'à l'item PaO2 et PaCO2 que vous trouverez à disposition via le Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation. Pour décider de l'orientation du patient qui se présente aux urgences avec un diagnostic de pneumonie aiguë communautaire, il existe des scores. Le score CRB65 est un des plus utilisés. Il repose sur l'existence d'une confusion, la fréquence respiratoire du patient, supérieure à 30 par minute, l'existence d'une pression artérielle systolique à moins de 90 ou d'une diastolique inférieure à 60, et l'âge supérieur ou égal à 65 ans. Donc cet acronyme CRB65 permet, si il y a au moins un de ces critères qui est présent, d'affirmer qu'il est important que le patient soit pris en charge en structure hospitalière, qu'il soit hospitalisé. Si ce score CRB65 est à 0, le traitement ambulatoire est possible. L'existence de signes de gravité doit faire discuter de l'admission en réanimation. D'abord les signes de gravité respiratoires, une tachypnée supérieure à 30, un tirage, un balancement thoraco-abdominal, la mise en jeu des muscles respirateurs accessoires, je vous renvoie là-dessus à l'item détresse respiratoire aiguë. À l'inspection, le fait que le patient soit cyanosé aux extrémités, qu'il ait une SpO2 inférieure à 90% sous oxygénothérapie. À la radio du thorax, une atteinte bilatérale ou multilobaire, ou une évolution radiographique rapide. En dehors de l'état respiratoire, la présence d'un choc septique, d'une hyperlactatémie à la gazométrie, d'une insuffisance rénale aiguë ou toute autre défaillance d'organes associée va signer le sepsis et donc l'admission en réanimation ou au moins l'évaluation par un réanimateur. Voyons maintenant quelques formes cliniques d'intérêt.
Et tout d'abord, la pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA, qui est une forme classique, bien connue, qui est due à Streptococcus pneumoniae, au pneumocoque. Le pneumocoque est responsable de environ la moitié des PAC hospitalisés. Je rappelle que l'infection par le pneumocoque est liée à la colonisation de l'oropharynx. Donc il n'y a pas de contamination interhumaine, il n'y a pas de nécessité d'isolement respiratoire des patients. Les données d'antibiorésistance du pneumocoque à l'heure actuelle en France, elle est principalement cette résistance exprimée à l'encontre des macrolides. Environ 30% des pneumocoques sont résistants aux macrolides, donc dans les PFLA, ils ne sont pas utilisés en première intention. Et un peu plus de 20% des souches de pneumocoques sont de sensibilité diminuée à la pénicilline, diminuée mais qui restent sensibles à de fortes doses d'amoxicilline, par exemple à la posologie de 1 gramme 3 fois par jour, ce qui fait un peu plus de 50 mg par kilo. La sensibilité diminuée à la pénicilline, le mécanisme qui est impliqué, c'est une modification des protéines qui lient la pénicilline, ce n'est pas une résistance enzymatique, et ainsi il n'y a pas lieu d'ajouter un inhibiteur de bêta-lactamase comme l'acide clavulanique, en plus de l'amoxicilline. Ces PFLA, elles peuvent se compliquer d'un épanchement pleural associé, qui peut être soit ce qu'on appelle un épanchement parapneumonique, aseptique, qui est en fait une réaction inflammatoire au contact de la pneumonie, mais sans atteinte pleurale par contiguïté bactérienne, ou au contraire, il peut y avoir une pleurésie purulente. C'est important de faire la différence parce que le traitement ne sera pas le même, il faudra évacuer le foyer de pleurésie purulente dans le deuxième cas. Deuxième forme clinique, les pneumonies abcédées. Vous en avez un exemple sur cette radio du thorax de face. On voit un abcès juxtacardiaque pulmonaire gauche. On distingue ici un syndrome alvéolaire avec probablement de la composante parenchymateuse liquidienne, puisqu'on voit ici un niveau hydroaérique. Et au-dessus du niveau hydroaérique, on a une poche d'air avec probablement la coque de l'abcès qui se termine au-dessus. Cette poche d'air, elle est liée à la fermentation des bactéries, en particulier anaérobies. Voilà, c'est la fin de ce premier diaporama consacré au PAC grave diagnostic clinique, les messages clés. La pneumonie aiguë communautaire est une pathologie fréquente et potentiellement grave, c'est pour ça que vous devez en connaître les principaux éléments. Le terrain est fondamental dans le pronostic, et dans ce terrain, ce qu'il faut retenir, c'est principalement les personnes âgées et les personnes immunodéprimées qui peuvent développer des formes trompeuses. Il faut connaître les signes de gravité et les rechercher systématiquement pour pouvoir bien orienter et prendre en charge le patient, puisque les patients qui présentent des signes de PAC graves doivent être évalués, éventuellement admis en médecine intensive réanimation.